J'inviterai maintenant M. Sylvain Bérubé à venir vous présenter notre conférencier de ce soir, M. Raymond Vaillancourt. On va l'équilibrer. Bonsoir tout le monde. Alors, M. Raymond Vaillancourt est détenteur d'une maîtrise en psychologie, de même qu'une maîtrise en administration. Il a à son actif près de 20 années de gestion dans le domaine public des services de santé. Il a cumulé plus de 30 années d'enseignement au niveau universitaire dans le domaine de la psychologie, tout comme dans le domaine des sciences de la gestion et d'économie. Si j'additionne, ça fait 50. À la fin des années 90, il a mis sur pied une firme de gestion spécialisée dans l'accompagnement de gestionnaires impliqués dans le changement, et la firme s'appelle Prospect Gestion. Il a publié au Québec et en France plus d'une 50aine d'articles qui portent sur la gestion du changement, la gestion en période d'incertitude, la décroissance de l'État, le changement organisationnel. Et il a fait paraître en 2003, 2006 et 2010 3 volumes qui portent sur la gestion du changement. Alors, il est éditeur aussi d'un site web qui s'appelle Le temps de l'incertitude. Vous trouverez ça à prospectgestion en un seul mot.com, qui s'intéresse au changement dans les entreprises et les organisations en période de forte turbulence. Ça donne bien, je pense qu'on est là-dedans. Il s'intéresse particulièrement à l'utilisation de la théorie du chaos et de la complexité en gestion, à l'utilisation aussi de la prospective comme méthode d'appréhension du futur, de même qu'au développement personnel et à l'accompagnement des gestionnaires. Il intervient dans des domaines aussi variés que la fonction publique, les services policiers, les services de santé, les services municipaux, les milieux universitaires, secteur une carrière quand même assez étendue. Il s'intéresse particulièrement aux attitudes de gestion facilitant la mise en œuvre d'organisations apprenantes au sein d'entreprises et d'organisations qui veulent se donner les moyens de traverser les périodes de turbulence et d'incertitude comme ce qu'on vit présentement. Oui, nous sommes dans une époque de changement, puis j'ajouterais de changement accéléré en plus. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Raymond Vaillancourt. Merci beaucoup. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer, même si je considère que après la journée que vous avez passée, la barre est probablement haute pour un conférencier qui vient après le dessert, au moment où tout le monde a comment je dirais ça, la tête peut jamais en prendre plus que le derrière est capable d'en endurer. Donc, je vais devoir tenir compte de ça. Pour vous dire deux choses d'abord avant de commencer, j'ai tendance à me définir un peu davantage comme un insultant que comme un consultant. La différence est assez importante. Un consultant, c'est quelqu'un qui dit aux individus et aux organisations ce qu'ils veulent entendre, histoire de s'assurer ou de se faire inviter à nouveau. Alors qu'un insultant, c'est quelqu'un qui dit aux individus et aux organisations ce qu'ils doivent entendre. C'est un métier un peu à risque, mais que j'ai exercé un peu toute ma vie, qui m'a coûté un peu trop cher pour que je le laisse tomber maintenant. Alors, comme le thème du colloque était un peu de voir l'éducation autrement, je voudrais essayer de vous amener à voir le leadership autrement. Leadership étant pour moi comprenant tout autant les professeurs dans leur classe que le directeur d'école, que les gens dans les districts scolaires, voire même nos élus politiques. Alors, pour moi, le leadership englobe tout ça. Alors, j'ai donc intitulé Leadership de changement ou changement de leadership pour démontrer qu'effectivement, là, je vais dire une énormité. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Je dis des énormités. Alors, au début, je vais vous avertir, mais vous allez vous habituer. Alors là, je vais en dire une. On a tendance à penser qu'il faut maintenant introduire le changement dans qu'on doit avoir maintenant un leadership de changement, c'est-à-dire faire du changement quelque chose dont on parle et finalement, on passe à travers ça sans trop de difficultés. Alors qu'au fond, c'est pas un leadership de changement que ça nous prend, c'est un changement de leadership, et je vais essayer de vous faire comprendre, de vous faire voir cet aspect-là.
Parce que la période que nous traversons actuellement, qui est une période extrêmement difficile, qui a commencé au début des années 80 à peu près, à partir de 70-80, au début des chocs pétroliers, est une période pour laquelle très peu de gens, pour ne pas dire personne, n'était préparé. Hein? On a souvent l'impression que c'était un mauvais moment passé et que ça va finir par se terminer. C'est une question de temps. Il s'agit de, passez-moi l'expression, de toffer un peu et on devrait être capable de passer au travers. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que la période que nous traversons, effectivement, va aller en s'aggravant. Hein, ça a l'air fou de dire ça parce que généralement, on espère bien, surtout la génération dont je fais partie, qui s'appelle les baby boomers, a toujours eu tendance à voir la réalité comme devant aller nécessairement en s'améliorant. Hein? De fait, on nous disait, moi quand j'étais plus jeune, que les années 60 étaient mieux que les années 50, 70 serait mieux que 60, 80 serait mieux que 70, 90 serait mieux que 80 et en 2000, plus personne ne travaillerait. Ce serait formidable. Hein? On va être obligé de constater que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'effectivement, beaucoup de choses se sont modifiées et nous sommes dans des changements de paradigme majeurs, des changements de paradigme importants auxquels on n'a pas été préparé. Donc, sur quoi il va falloir que l'on travaille, c'est davantage sur nous que sur l'extérieur, c'est-à-dire comment nous, dans ce contexte d'incertitude-là, nous allons effectivement tenter de tirer le meilleur profit et en même temps de travailler ce qu'on va appeler sur notre propre sécurité. Okay? Alors, l'insécurité qui est ressentie par chacun de nous, par exemple, hein, va devenir de plus en plus importante. On va devoir apprendre à l'apprivoiser. Hein. Apprivoiser notre insécurité est quelque chose sur lequel on travaille très peu. Hein. D'abord parce que c'est rare qu'on va dire aux autres, je me sens insécure aujourd'hui, si on tient ça mort. On a l'air d'être toujours un peu au-dessus de nos affaires. Hein. Si on arrive, on trouve personnellement que ça va mal. Hein. Mais là, l'autre à côté, ça a l'air d'aller très bien. Enfin, il fait comme si ça allait très bien. Alors, on dit, on va faire comme si ça allait très bien. Finalement, on fait tous les deux comme si ça allait très bien, mais ça va très mal. C'est quand on se rencontre autour d'un café ou d'une bière, là, on dit, trouves-tu que ça va si bien que ça? Non, moi, je trouve pas. Non plus. Je pensais que j'étais tout seul à voir les choses de travers. Eh bien non. Eh bien non. Effectivement, cette insécurité qui est tout à fait normale de ressentir, c'est à cette insécurité-là qu'il faut maintenant s'attarder. Okay? Et même si on a les objets technologiques comme on a maintenant, ça ne vient pas combler cette insécurité. Au contraire, ce que ça fait, c'est que ça l'accélère. Ça va encore beaucoup plus vite. Hein? Si je me sens mal puis je fais ça comme un tweet, eh bien, évidemment, ça va aller plus vite que si je l'ai dit à une seule personne. Hein? Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, il paraît que ça va mal. Et là, on va me retrouver, puis là, 2 jours plus tard, il paraît que tu vas très mal. Ah oui, oui. Alors, vous voyez, cette accélération, finalement, fait en sorte que l'insécurité, c'est avec cette insécurité qu'il va falloir travailler. Alors, notre sécurité intérieure va être, au fond, notre principale assurance contre la turbulence extérieure. Il va falloir donc travailler sur soi, et c'est ça que je voudrais vous amener à voir ce soir. C'est ainsi qu'on peut être ce que je vais appeler un phare, parce que pour moi, un leader, de quelque nature que ce soit, c'est un phare. Bon, évidemment, les premières fois que j'énonce ça, un phare, tu parles d'une comparaison. C'est quelqu'un qui est installé comme ça sur un rocher, ça fait beuh, beuh, beuh. Il me semble que c'est pas emballant. C'est vrai, mais le problème, c'est que le phare n'est pas là pour lui. Hein? Il est pour les marins qui sont sur le bateau, hein, sur l'eau, et que l'eau passe par-dessus le bastingage. Ce que les marins veulent, c'est voir le phare qui soit allumé et surtout qu'il ne bouge pas. Parce que là, s'il bouge, on ne peut pas se fier dessus. Alors, le leadership ou les leaders dont on va avoir besoin aujourd'hui, c'est davantage des leaders qui sont relativement sécures avec eux-mêmes pour être capables, dans la turbulence que l'on traverse, de pouvoir effectivement être des guides et des phares. Et je vous dirais que le métier de professeur à cet égard est extrêmement déterminant. Hein. Pour les enfants, le professeur est un phare, peut être un phare, dans la mesure où, évidemment, le professeur est conscient de ça. Sinon, s'il bouge autant que les élèves, vous comprenez qu'on ne peut pas se fier dessus. Donc, je voudrais, dans cette conférence, vous parler de 3 éléments en particulier. D'abord, faire cette distinction fort importante entre un groupe et une équipe, parce qu'on est habitué, on parle beaucoup du travail d'équipe, mais généralement, on a de la misère à faire cette distinction entre ce qui caractérise un groupe et ce qui va caractériser une équipe. Hein? Parce que la partie sécuritaire, elle va être dans l'équipe, elle ne sera pas dans le groupe. Deuxième élément sur lequel on va s'arrêter quelques minutes, c'est du pouvoir à l'influence, c'est-à-dire comprendre, au fond, que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce que l'on appelle le pouvoir antérieurement, ou un terme qui pourrait y ressembler serait l'autorité, hein, va marcher de moins en moins. Hein. Pour les générations, dont je fais partie, l'autorité, c'était quelque chose qu'on respectait. Hein. Même, excusez l'expression, je vais dire une énormité, même si c'était un imbécile qui occupait le poste. Hein. C'était l'autorité, c'était l'autorité. Aujourd'hui, pour les jeunes, l'autorité est respectée dans la mesure où la personne qui a l'autorité est respectable.
voyez tout de suite, c'est extrêmement différent. Okay. Donc, on va dire quelques mots à ce sujet, et puis après ça, on parlera peut-être d'une approche un peu différente de la coordination à l'intégration, mais vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si différent de ce que l'on fait. Le seul aspect, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours tellement compte. Du groupe à l'équipe. Alors, ce que l'on peut dire par rapport au groupe à l'équipe, c'est, la première chose, quand on est du côté du groupe, ce sont des intérêts individuels qui vont être mis en commun par le biais des tâches. Quand on a un groupe, on se répartit la tâche, hein, et chacun a un intérêt individuel à remplir sa tâche, et on se dit, ben, si toutes les tâches sont remplies, on devrait avoir un groupe qui est efficace. Deuxième élément, l'emphase est habituellement mis sur les objectifs individuels. Chacun a des objectifs reliés à sa tâche, reliés à la fonction qu'il a à remplir. Il dit, j'ai fait ma job, c'est fait, c'est réglé, je vois pas le problème. Si l'autre à côté le fait pas, ben que si vous voulez, c'est pas mon problème à moi. Et l'autre aspect, c'est que les valeurs communes sont prises pour acquises. C'est-à-dire, par exemple, on est dans une école, j'ai choisi d'enseigner, donc tu dois aimer les enfants, c'est réglé. Okay? C'est évident, sinon tu n'aurais pas choisi ça, on n'a pas besoin d'en parler. Vous voyez? Bon. Alors que si on est du côté d'une équipe, les intérêts individuels sont au service d'objectifs partagés. C'est-à-dire, au-delà des objectifs communs, il y a du sens qui va devoir être donné. On va avoir besoin aujourd'hui de plus en plus de donneurs de sens plutôt que de donneurs d'ordre. Très différent. Okay? C'est le sens qui va permettre de mettre en commun les intérêts individuels. Autre élément. L'emphase va être donc mise sur les objectifs communs. Qu'est-ce que l'on fait ensemble? Pourquoi on est ensemble? Si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, autant faire nos choses chacun de notre côté. Même si on est assis à côté, là. Même si on est dans le même bureau. Voyez? Autre élément qui va caractériser une équipe, les valeurs communes vont être constamment répétées. Ah. Au fond, le rôle du leader ressemble beaucoup au rôle d'un parent. Hein? Et Dieu sait, comme parent, s'il y a une chose qu'on apprend assez vite, il va falloir répéter. Hein? Parce que là, ça a l'air que ça prend du temps. Et quand on répète, c'est pas parce qu'on pense que nos enfants sont des imbéciles, c'est simplement parce qu'on a compris qu'avec le temps, c'est dans la répétition des choses que tranquillement, pas vite, les valeurs auxquelles on croit, ce qui nous apparaît important dans la vie, va transparaître, va se transmettre. Ah, ben, je dirais que c'est la même chose par rapport à une équipe. Il faut répéter constamment pourquoi on travaille ensemble. D'autres éléments de comparaison. Le groupe, chacun cherche à faire de son mieux. Chacun fait sa petite affaire. Hein? Généralement, tout le monde est de bonne foi. Autre élément, les spécialistes se prononcent. Quand on est dans un groupe, les spécialistes de telle affaire vont dire, voilà, bon, mon avis, c'est ça. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais je crois que c'est ça. Vous voyez? Et l'information va prendre les canaux officiels. On va attendre l'information. Tout le monde est au courant, mais on attend le petit mémo qui va nous le confirmer. On fait comme si on ne savait pas. Sauf qu'en arrière, on dit, t'as-tu entendu parler que? Oui, bien, on va attendre, on verra. Ah. Du côté de l'équipe, chacun cherche à ce que l'autre n'échoue pas. Au palais. Là, ben, ça change les choses. Pourquoi l'autre n'échoue pas? Mais parce que l'autre fait partie de l'équipe. S'il échoue, j'échoue en partie. Je n'ai pas intérêt à ce qu'il échoue. C'est-à-dire que quand je suis dans un groupe, si l'autre, ça ne va pas bien ses affaires, ça fait en sorte que moi, j'ai l'air d'aller mieux. Tandis que quand dans une équipe, c'est pas tout à fait comme ça que les choses fonctionnent. Autre élément, les spécialistes partagent leur savoir. Leur intérêt, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe puisse avoir, bénéficier de ce savoir-là ou de cette spécialité, hein, qui fait que l'équipe en soi se trouve beaucoup plus forte que dans un groupe. Parce que dans un groupe, si je perds mon spécialiste, on est fait. Dans une équipe, si j'ai eu le temps de faire le transfert de connaissances, j'ai quand même gardé une certaine âme à cette équipe. Troisième élément, l'information circule partout. Personne n'a intérêt à garder l'information pour soi. Hein? Ça circule. Okay. Mais là, à ce moment-là, il faut voir que l'information n'est pas nécessairement, comme on dit souvent, l'information, c'est le pouvoir. À l'intérieur d'un groupe, oui. À l'intérieur d'une équipe, non. Vous voyez, tout à fait, c'est une différence importante. Autre élément de comparaison. Dans un groupe, le travail du responsable, enfin celui qui est responsable, celui qui porte le chapeau de grand guignol, s'articule principalement autour de la notion de coordination, de prise de décision et de la recherche de solutions. Hein? Le travail de celui qui coordonne l'équipe, là, c'est effectivement coordonner. Hein? Et pour que vous saisissiez un peu c'est quoi coordonner, je vais vous donner un exemple relativement simple. On prend une table de billard.
Table de billard, alors j'ai une boule blanche, 15 boules de toutes sortes de couleurs, j'ai une baguette, je suis installé ici, et puis là, il y a un petit moment d'euphorie. Au moment où je casse avec ma boule blanche, là, les boules s'en vont un peu partout. Et là, une fois que les boules sont tombées, il y a quelques-unes qui sont tombées dans les trous, là, ça devient sérieux. Là, il va falloir que je dise où va telle boule dans telle poche avec l'aide ou pas de telle boule. OK? Bon, les boules n'ont pas le droit d'aller tout seul où ils veulent aller, là. Non, non, il faut y attendre. On va appeler ça, c'est nous qui collons la chute. Hein? Ah! Donc, je peux prendre mon bâton de ma baguette de billard, la mettre sur le côté de la table, aller prendre un café, il ne se passe rien. Il faut qu'il ne se passe rien. Ah, parce que là, si les boules commencent à bouger, ça ne marchera plus, là. OK? Ah. Donc, effectivement, je fais ça, je reviens, je rejoue, je vide la table, et quand la table est vidée, on recommence. C'est pas parce que je l'ai fait une fois que ça va marcher la deuxième fois. Ça, c'est ce qu'on appelle la coordination. Hein? Tous les lundis matin, ou mardi matin, ou mercredi matin, on fait une réunion de coordination pour savoir où sont allées les boules cette semaine. Hein? Bon. Et là, pour savoir, il y a des boules qui n'ont pas attendu qu'on leur dise pour aller dans telle poche. Okay? Et là, on va émettre un règlement, article 94-22, pour dire que la boule doit attendre le signal avant de bouger. Puis là, on se demande comment ça se fait que les gens ne bougent pas. Ils ont compris assez vite. Ça, c'est ce qu'on va appeler la coordination. Okay? La prise de décision. Évidemment, celui qui est responsable du groupe veut prendre des décisions. S'il ne prend pas de décision, il a l'impression qu'il ne fait rien. Alors, amenez-moi ça sur mon bureau. Alors, les gens ont vite compris. Hein? Il veut qu'on amène ça sur son bureau, on va amener ça sur son bureau. Il va dire, heureusement, je suis là, sinon, il ne prendrait jamais de décision, c'est moi qui les prends toutes. Okay? Mais il n'a pas compris que c'est son attitude qui fait en sorte que les gens vont porter les documents sur son bureau. Et le troisième élément, c'est la recherche de solutions. Okay? Alors, on prend le téléphone ou on parle, j'ai un problème, laisse-moi ça, je vais y régler ça. Okay? Alors l'autre dit, je vais y laisser. Ah. Alors finalement, le décideur, entre guillemets, n'a jamais de temps. Hein? Parce qu'il est toujours pris avec toute une série de décisions à prendre. Et plus il prend les décisions, plus il trouve que c'est important. Hein? Puis plus la décision est importante, plus donc il est important. Alors les petites décisions, ça devient moins intéressant. Alors que l'équipe, le travail du responsable s'articule principalement autour de la notion d'intégration. Alors là, l'intégration, c'est différent. Alors pour expliquer ça, on va prendre une machine à boules. Hein? Là, vous avez une vitre, là, puis vous avez des... Là, je vais utiliser le terme anglais, excusez-moi, des bumpers, là, où la boule va se promener. Alors là, moi, je suis ici, je ne peux pas mettre ma main, là, il y a une vitre, là. Bon, alors là, je lance la boule, puis là, la boule est là. Moi, je suis juste ici au bout, là, avec deux petits pitons ici, là, au cas où la boule s'égare, hein, pour la remonter. Même si je fais presque rien, je ne peux pas aller prendre de café. Parce que je vais prendre un café, la boule va tomber, on est fini. OK? Bon. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'intégration. Hein? En d'autres mots, il a fallu que je positionne, que les bumpers soient positionnés pour que la boule, le plus possible, ait de la synergie pour que mon résultat soit meilleur. Ça, l'intégration, comme parents, on fait ça régulièrement. OK? On passe notre temps à parler, à répéter. Si on ne fait pas de réunion de coordination le lundi matin pour savoir qui c'est qui n'a pas fait son lit cette semaine. Non? Puis on n'émettra pas un règlement que dorénavant, il faudrait que les poubelles soient sorties de telle heure à telle heure. C'est pas ça qu'on va faire. Okay? L'intégration, c'est au fond, on va constamment répéter. Répéter pourquoi on fait les choses, pourquoi on est ici, c'est quoi l'objectif que l'on recherche, c'est quoi la vision que l'on a. On rappelle notre mission, hein, constamment pour que finalement, ça devienne comme une espèce d'automatique. Parce que ce que l'on souhaiterait, comme parent, c'est être ce qu'on appelle présent dans l'absence. Hein? La première fois que notre enfant part faire une commission ou qu'il part pour l'école, on aimerait ça être petit oiseau pour aller voir comment ça va se passer, mais on ne peut pas. Okay? Alors, on espère qu'il va revenir. Et on espère que s'il se passe quelque chose, il va se dire dans sa tête pendant un moment, je ne sais pas comment mon père et ma mère voudraient que je fasse ça, hein, pour peut-être l'arrêter. Vous voyez? Alors donc, l'idée, c'est d'être présent dans l'absence. Alors, en leadership d'équipe, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que le responsable, entre guillemets, se rende présent dans l'absence. Okay? Donc, intégration, rendre fluide des interfaces, c'est-à-dire s'assurer que le monde se parle entre eux. Pas, viens voir dans mon bureau puis je vais parler à quelqu'un, non, qui se parlent entre eux. Okay? Et finalement, rappeler les paramètres de décision. Sur quoi on se base ici pour prendre des décisions. Plus souvent je répète ça, plus les gens vont être capables de prendre des décisions. Et moi, je suis là simplement pour rappeler pourquoi on fait ça. Ouais. Je vais avoir autant d'ouvrages que si je prenais des décisions, mais ça va être un travail tout à fait différent, un leadership tout à fait différent. Autre élément de comparaison, le responsable, dans l'intérieur d'un groupe, a tendance à prendre sur lui la responsabilité de faire fonctionner le groupe. Ah, c'est moi qui est responsable. Je suis directeur. Hein? Donc, c'est important. C'est moi qui vais prendre ça. Okay? Il y a le directeur, puis il y a les autres. Hein?
Alors là, le directeur, c'est important, mais le directeur, ça peut être une directrice, remarquez. Bon. Il a tendance à prendre sur lui la responsabilité de faire fonctionner. Il ne fait pas ça de mauvaise foi. Et il se dit, hey, là, c'est moi qui est responsable, il faut que ça marche. Là. Hein? Moi, mon nom est là-dessus, moi, là. Hein? En bas, c'est marqué, là. Hein? Un nom, un tel, là. Hein? Signé, là. On ne peut pas laisser aller n'importe quoi, là. Vous voyez? Et, conséquemment, les individus se déchargent de leurs responsabilités. Ah, c'est pas moi. Je ne suis pas responsable de ça, moi. Moi, je suis simplement ici, je ne sais pas, moi, là, prof de je ne sais pas quoi. Pas moi qui est le directeur d'école. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas mon problème. Vous voyez? Alors que dans une équipe, la responsabilité du fonctionnement de l'équipe appartient principalement aux membres de l'équipe. Ah. Le chef n'assume qu'une responsabilité qu'on va appeler de fiduciaire. Okay? Une responsabilité fiduciaire, ça veut dire que c'est une responsabilité que je prends en attendant que l'ensemble des gens que je, mettons, que je coordonne ou au service de qui je suis soient capables de le faire. Ça risque d'être long, remarquez. Hein? On sait, comme parents, hein? Comme parents, c'est un mandat à vie. Là. On pense toujours qu'ils vont être bons pour faire telle affaire, puis au fur et à mesure qu'ils vieillissent, c'est pour ça qu'il y a bien d'autres affaires qui ne sont pas encore bons pour faire. Finalement, on a un mandat à vie. Eh bien, je vous dirais, c'est un peu la même chose. Quand je suis responsable d'une équipe, je veux amener une équipe à aller beaucoup plus loin, constamment. OK? Donc, il faut que je laisse le temps de se développer et ainsi de suite, puis on avance au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, moi aussi, il faut que j'avance. Parce que si je n'avance pas, je vais me faire dépasser. Vous voyez? Donc, dans une certaine mesure, du côté de l'équipe, le responsable a plus un rôle de fiduciaire. Il le fait à la place d'eux. Alors, j'ai mis ici un petit questionnement sur lequel vous pourrez répondre. La responsabilité du bon fonctionnement d'une équipe entre le responsable et les membres, est-ce que c'est 70-30, 50-50 ou 40-60 pour les membres de l'équipe? Je vous ai donné la réponse à l'acétate précédente. Si vous avez suivi, vous le savez, c'est donc 40-60 pour les membres de l'équipe. C'est eux qui ont la responsabilité de faire fonctionner l'équipe, pas le responsable. Parce que plus le responsable va le faire, on va aboutir à ce petit graphique. Hein? J'ai d'un côté ici le degré d'imputabilité de l'équipe, qui va de bas à élevé, et le sentiment de responsabilité du coach, qui va de fort à faible. Plus ce qu'on appelle le coach ou le responsable d'équipe prend son travail à cœur, hein, moins l'équipe va fonctionner. Okay? Ça va être un groupe. C'est pas qu'il ne se passera rien, ça va être un groupe. Alors, il faut trouver ce qu'on va appeler le point d'équilibre. Ça ne veut pas dire que le responsable dit « moi, j'ai plus rien à faire ». Il m'a dit que plus je prends mes responsabilités, moins l'équipe en prend, donc j'en prendrai pas du tout, l'équipe va le prendre au complet. Erreur, c'est pas vrai. Il y a un point d'équilibre, là. Hein? Il y a un moment où il faut effectivement, il y a ce qu'on va appeler cette zone d'apprentissage, qui peut à la fois monter et descendre. Okay? Je ne suis pas encore très habile sur la technologie comme vous, alors là, il m'aurait fallu que je fasse un système qui monte et qui descend. Bon, voilà. C'est déjà pas mal. Alors, vous voyez, il y a un rapport très, très direct entre le sentiment de responsabilité et la prise en charge que l'équipe peut faire. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais attirer votre attention. Deuxième élément sur lequel je voudrais parler davantage maintenant du passage du pouvoir à l'influence ou ce qu'on pourrait dire de l'autorité. Hein. Au fond, le rapport que nous allons devoir avoir de plus en plus entre nous, c'est un rapport d'influence. Alors, le rapport d'influence, il n'est pas relié au titre que nous avons, il va être relié essentiellement à la confiance que nous allons être capables de développer entre nous. Hein? Pensez-y, quelqu'un en qui vous avez confiance peut vous dire des choses que vous allez accepter, que vous n'accepterez pas de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, fût-il votre patron. Et c'est ce rapport de confiance qui devient de plus en plus important. Et même au niveau, je dirais, politique, ça va devenir de plus en plus important parce que nos gouvernements étant aux prises avec des choix extrêmement difficiles à faire, vont devoir rétablir la confiance avec leurs personnes pour être capables de leur faire passer les éléments extrêmement difficiles auxquels ils vont être confrontés. Nous ne carburons plus à l'autorité. Ça ne fonctionne plus. Et ça va fonctionner de moins en moins. Donc, pouvoir. Du côté du pouvoir, généralement, le pouvoir est extérieur aux individus. Hein? Il nécessite un contrôle externe par la gestion des processus, des tâches et des normes. Hein? C'est pour ça qu'on a tant de normes, qu'on a tant de contraintes, tant de règlements, parce que pendant des années, on a fait passer le pouvoir comme étant l'outil nécessaire pour pouvoir faire changer les choses. Okay? Or, effectivement, il y a des petits malins dont le rôle et dont le malin plaisir, c'est d'essayer de trouver où est la faille.
Et alors, plus ça va, bien, plus effectivement, on met des procédures, on met des processus, on met des contraintes, on met des règlements, et ainsi de suite. Hein? Le pouvoir est extérieur. Comme il est extérieur, je ne peux pas bouger. Pensez-y, même comme parents, on fait cette expérience-là. Hein? Quand nos enfants sont jeunes, sont tout petits, là, on est obligé d'agir en pouvoir. Là, hein? Je les prends, je les mets dans la bassinette, je les mets dans la chaise haute, je les mets dans son parc. Hein? J'agis en pouvoir, c'est moi qui décide à quelle heure il va se coucher. Mais si vous essayez ça avec un enfant qui commence à grandir et au fur et à mesure, surtout avec un adolescent, alors c'est fini, là. Je suis plus capable, là. Je suis plus capable d'utiliser le pouvoir. Il va falloir que j'utilise l'influence. Il va falloir que j'ai développé cette confiance pour être capable d'amener et d'influencer mon enfant à accepter des contraintes, entre guillemets, compte tenu de la situation dans laquelle on est, pour être capable de le faire avancer. Okay? Donc, dans une certaine mesure, l'influence, ça va être plus interne. Alors, du côté du pouvoir, on s'appuie sur l'intérêt individuel, autant sur celui qui impose que de celui qui subit. On est dans l'intérêt individuel. Moi, comme patron, je te demande de faire ça. Point. Bon. Alors que du côté de l'influence n'est possible que par une adhésion interne des individus à la mission, aux valeurs et à la vision proposée. Hein? Je ne peux avoir d'influence que si je suis capable d'établir la confiance, autrement, je n'ai pas d'influence, peu importe mon statut dans la société. Okay. Le monde, il m'écoute, mais ils ne m'entendent pas. L'influence est tout à fait différent. Okay? L'influence s'appuie sur une subordination des intérêts individuels à l'intérêt collectif. Okay? C'est parce que la personne qui est, par exemple, en face de moi, qui cherche à m'influencer, est capable de me faire adhérer au fait qu'il y va de notre intérêt à nous de bouger dans ce sens-là. Okay? C'est ça qui va déterminer l'influence. Okay? Alors que le pouvoir n'est pas capable de faire ça. C'est impossible. Autre exemple, du côté du pouvoir, le pouvoir vise à poser des actions qui n'ont du sens en priorité que pour celui qui les commande. Je te demande de faire ça, je ne comprends pas pourquoi, c'est pas grave, fais-le. Oui, mais là, ça ne fera pas les enfants forts, là. C'est sûr. Okay? Mais celui qui passe la commande, lui, il trouve ça important. Celui qui la reçoit, il ne la trouve pas importante. Vous voyez tout de suite la difficulté. Et les jeunes générations carburent de moins en moins à cet aspect. Le pouvoir incite par l'arbitrage à la délinquance et aux contradictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez un groupe d'enfants qui décident de jouer au hockey dans la rue. Il n'y a pas d'arbitre. Hein? Tous les enfants connaissent les règlements. Et s'il y a un enfant qui n'accepte pas le règlement ou qui n'obéit pas au règlement, c'est bonne valeur, il va être écarté, il n'y aura plus le droit de jouer. Mais, admettons qu'il y en a un qui arrive et qui veut faire l'arbitre. À partir du moment où il fait l'arbitre, et c'est comme ça dans la Ligue nationale, à partir du moment où il y a un arbitre, les joueurs font comme s'ils ne connaissaient pas le règlement. Parce que ce n'est pas mon problème à moi, c'est le problème de l'arbitre. Hein? Moi, on va étirer le plus possible, hein? Quitte à assommer le gars, on va dire, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Bon. Alors, vous voyez, et là l'arbitre est un peu coincé, parce que là, si on est en 7e match de la Coupe Stanley, il est à domicile en plus de, hein? Alors, s'il donne une punition à un, il faut qu'il donne une punition à l'autre pour essayer d'équilibrer. Okay? Or, cet élément-là incite donc à la délinquance. Quand je suis du côté du pouvoir, les gens essaient de voir comment ils pourraient faire pour y échapper. Quand je suis dans un rapport d'influence, c'est très difficile d'y échapper parce que je suis en train de tromper la confiance de l'autre. Voyez la différence. Donc, l'influence vise à aider les individus, voire à les transformer pour qu'ils trouvent du sens à leur action. C'est plus difficile au début. Hein? C'est un peu comme quand on essaie avec nos enfants de les amener à comprendre pourquoi, bon, c'est peut-être important de se positionner comme ça plutôt que différemment, surtout quand ils arrivent à l'époque de l'adolescence et ils ont envie de tout faire sauter. Hein? Généralement, un adolescent, c'est comme ça, il se lève le matin, il est enragé, je ne sais pas pourquoi il est enragé. Il fatigue parce qu'il est enragé, il est en maudit parce qu'il est enragé, donc il essaie de vous mettre enragé. Et le jour où vous êtes enragé, il est content. Parce qu'il dit, là, j'ai une maudite bonne raison d'être fâché. Vous voyez? Bon. Alors, fatigant ça pour des parents, OK? Donc, dans une certaine mesure, ce que l'influence va essayer de faire, c'est de transformer les gens pour donner un sens à leur action, pour leur faire comprendre, saisir pourquoi il faut faire les choses. Okay? Bon. Et le jour où ils ont compris, hein, le jour où vous avez influencé quelqu'un, eh bien, c'est fait, il est rendu ailleurs, vous n'avez plus besoin de surveiller. Quand vous avez commandé à quelqu'un, vous êtes obligé de surveiller constamment, vous n'avez pas le choix, parce qu'une fois que ça va être parti, ça va être recommencé. Autre élément d'influence, l'influence incite par la congruence à l'autocontrôle et à la cohérence. Hein? Si j'ai longtemps été influencé par une personne qui était importante à mes yeux, quand je viens pour poser un geste, je me dis, attends un peu, qu'est-ce que cette personne-là dirait dans les circonstances? Et là, tranquillement, pas vite, je suis en train de me corriger. Tandis qu'en rapport avec le pouvoir, je ne me corrige pas, j'essaie d'y échapper. Okay? Pas vu, pas pris, pas coupable. Pas de problème.
Voyez? Donc, c'est un peu ça, c'est la différence importante entre l'influence et le pouvoir. Ce qui va nous amener à comprendre la différence qui existe entre le leadership plus traditionnel, au sens où on l'entend généralement, par rapport à ce qu'on pourrait appeler un leadership renouvelé, si vous permettez l'expression. Le leadership traditionnel va mettre davantage l'emphase sur les structures. Les structures sont importantes. Si je suis dans le mode pouvoir, comprenez-vous qu'il faut que chacun soit à sa place, on n'a pas le choix ben. Il va falloir mettre des structures en place parce que ce sont les structures qui permettent au système de fonctionner. S'il n'y avait pas de structure, ça irait un peu n'importe où. Alors, sur les structures, sur les moyens et sur les comportements. Alors, je remplis ma fiche de paye. Si je ne l'ai pas remplie, je n'ai pas de paye. C'est pas compliqué. Alors, si ça remplit, tu vas l'avoir. Si tu réponds aux questions qui sont posées. Ouais? Je suis obligé de mettre ça de l'extérieur. Alors que le leadership renouvelé va mettre davantage d'importance sur les valeurs, les objectifs, les attitudes. C'est ça que j'essaie de modifier. Okay? C'est avec ça que je travaille. Avec le sens. Okay? Pour que les gens finissent par saisir d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut, vers quoi il faut aller. Okay? C'est pour ça que je vais être obligé de répéter. Autre élément de comparaison entre leadership traditionnel et renouvelé. Le leadership traditionnel va viser principalement à bien établir un encadrement serré de l'ensemble des personnes. Okay? Alors, ça va prendre un chef, un sous-chef et un sous-sous-chef. Parce que le chef qui surveille le chef qui surveille le chef, vous voyez, c'est clair, c'est comme ça. Puis qu'on sache c'est qui qui est en haut, c'est qui est en bas. Okay? Ça, c'est bien important, parce que ça ne marchera pas. Hein? Un respect rigoureux du processus, des règles et des procédures. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave, c'est de même. Okay? C'est de là qu'est née l'idée de faut faire plus. Je ne sais pas si vous avez ça ici, nous au Québec, il faut faire plus avec moins. Hein? Ouais, mais on ne peut pas faire plus. C'est pas grave, on continue pareil. Mais oui, mais là, c'est pas grave, on continue. Okay? Pourquoi on fait comme ça? Ben, c'est parce que ça s'est fait de même. Mais oui, mais là, on peut-tu voir ça autrement? Très difficile. Hein? Du côté du leadership traditionnel, c'est très difficile à comprendre, à saisir ce changement majeur. Du côté du leadership renouvelé, on met en œuvre une véritable source d'inspiration pour les individus. C'est-à-dire, je dois montrer l'exemple si je veux que les gens me suivent. Comme parent, c'est une des choses que l'on apprend assez vite. Dès que les enfants sont capables de s'exprimer, puis si on a le malheur de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on a dit qu'il fallait faire, ben on va vous dire qu'ils vont nous rappeler. On est coincé. Okay? Donc, cet élément-là devient fondamental. En leadership renouvelé, il va falloir que je prêche par l'exemple. Je ne peux pas demander aux autres de changer si je n'ai pas déjà moi-même changé. Les gens vont m'écouter, ils vont être très polis, mais ça ira pas plus loin. Vous voyez? C'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Et une incarnation quotidienne des valeurs prônées. Comment voulez-vous que j'aie d'influence si, dans une certaine mesure, ce que je dis aux autres qui est important, je ne le respecte même pas? Alors, nous, c'est un des problèmes que nous avons actuellement au Québec avec nos élus politiques pour lesquels on est obligé d'avoir une commission d'enquête. Très difficile pour eux d'avoir un rapport d'influence. OK? Ça marche, ça ne pogne plus. Hein? Alors, vous voyez la difficulté. Troisième élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le passage de la coordination à l'intégration. Je vous ai parlé tantôt de la différence entre les deux, mais jusqu'où ça va cette différence? Alors, la coordination va s'intéresser principalement aux tâches à accomplir. Hein? Je fais un plan de travail avec toutes les tâches qu'il va falloir faire. Ça, c'est très extrêmement préoccupant. D'où l'importance de donner des ordres pour ne pas laisser la réalisation aux caprices des individus. Okay? Je suis responsable. Je prends ça à cœur. C'est mon pouvoir qui est en cause. On a établi un ordre dans lequel ça doit se faire. Là, forcément, moi, j'ai absolument besoin de savoir où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'il y a. Ce qui fait que les gens vont attendre d'être questionnés pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Okay? Puis comme ils attendent d'être questionnés, bien, je me dis heureusement que je les questionne, sans ça, on n'irait nulle part. Vous voyez, il y a comme une espèce de cercle vicieux là-dedans. Alors que, et l'emphase va être mise essentiellement sur la mission. Permettez-moi juste un petit aparté. Différence importante entre mission et vision. Mission, c'est pour les autres. On dit aux autres qu'est-ce que l'on fait. La mission de l'école ici, par exemple, un peu comme vous l'avez sur votre petit centre d'apprentissage. Vous avez ça ici, la mission. Okay? Bon, ça c'est la mission. C'est pour dire aux autres qu'est-ce qu'on fait. Alors que la vision, c'est pourquoi on le fait. Et ça, c'est à l'intention de ceux qui sont en dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si je ne pose pas la question du pourquoi, chacun va le faire pour sa raison à lui. Et c'est pour ça que le rapport d'influence est si important. Le rapport d'influence est tellement important parce que, là je vais dire une énormité,
nous travaillons toujours pour quelqu'un. Lorsque la personne pour qui on travaille n'est pas capable de venir nous chercher, nous travaillons pour nous. Et quand nous travaillons pour nous, bien, on fait ce qu'on pense faire, on pense qu'il est le meilleur. Mais si je fais partie d'une équipe, comprenez, si moi je pense que c'est ça qui est le meilleur, puis mon voisin pense que c'est autre chose qui est le meilleur, on a un problème, là. On va avoir un problème de coordination pour la personne qui doit coordonner. Okay? Donc, d'où l'importance de l'influence. Okay? Pour venir nous chercher. On a perdu ça de vue, l'idée de modèle. On a souvent l'impression qu'OK, bon, très bien, les enfants ont besoin de modèles, ça va, les adolescents, oui, oui. Les adultes, non, on n'a pas besoin de modèles. C'est faux. Nous avons besoin de modèles. Pour apprendre, pour grandir, pour ne pas vieillir trop vite. Okay? C'est cet apprentissage-là au modèle qui est important. Alors, pour être un modèle, dans une certaine mesure, il faut donc être soi-même en apprentissage et il faut être capable de donner du sens. Okay? Alors, du côté de l'intégration, on va s'intéresser principalement aux personnes, pas aux tâches, aux personnes qui accomplissent les tâches. Okay? Parce que si je ne m'intéresse pas aux personnes, les tâches ne seront pas faites. Okay? D'où l'importance de donner du sens pour que les personnes y trouvent leur compte. Okay? D'où l'idée que je vous parlais tantôt, de devenir donneur de sens plutôt que donneur d'ordre. Mais c'est beaucoup plus exigeant. Okay? Beaucoup plus exigeant parce que c'est un peu comme la différence entre un paquebot et une flottille de bateaux. Hein? Dans un paquebot, le capitaine est en haut. Il peut bien avoir des étages de vide parce qu'on n'a plus rien à mettre dedans, mais c'est pas grave, on est dans un paquebot pareil. Et là, pour envoyer la commande en bas, je fais que cling, puis là, en bas, ils vont penser à ajouter du charbon, de l'huile, ou ainsi de suite. Puis là, on va commencer à tourner, là. Ça va prendre du temps, là. Okay? Ça va être long, là. Alors qu'une flottille de bateaux, c'est tous des petits bateaux, mais qui sont tous groupés ensemble et qui affrontent la vague différemment. Moi, pour m'assurer qu'on s'en va dans la même direction, je vais être obligé de me promener d'un petit bateau à l'autre, là. M'assurer qu'on comprend bien où est-ce qu'on s'en va, là. Vérifier un certain nombre de choses avec eux. On a-tu bien éclairci les affaires? Ça va me demander un peu plus de brasses camarades. Hein? C'est un peu comme parents lorsqu'on apprend à notre enfant à faire du vélo. Okay? On peut le faire en coordination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais dire une énormité, là, vous n'aimerez pas ça. Je prends 2 petits trous et j'installe ici derrière. Okay? Alors, moi, je suis assis dans ma chaise, puis là, mon petit bonhomme, mais c'est la femme, ça en va comme ça, on dit un jour, il va être capable de se redresser. Okay? Si je travaille en intégration, ce que je veux lui transférer, c'est la confiance que j'ai qu'il est capable de faire du vélo. Il ne sait pas encore, là. Okay? Alors là, je suis installé derrière la selle, hein? Puis là, je tiens la selle, là, je cours un peu, c'est fatigant, hein? Il faut que je cours un peu. Alors, je cours un peu, puis là, lâche pas, non, je fais juste lâcher un peu, je la ramène, lâcher un peu, je la ramène. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de lui transférer la confiance que j'ai en lui ou à elle, avant même que lui ou elle en ait conscience. Okay? C'est ça que je fais. Okay? Bien, mener une équipe, c'est exactement la même chose. J'ai confiance aux gens avant même qu'eux... Ça veut dire que des fois, c'est difficile, je le sais. Okay? Mais c'est justement pour ça qu'on met en place des responsables. Leur job, elle est là. Théoriquement, c'est pour ça qu'on les paye plus cher. Okay? Du côté donc, de l'intégration, l'emphase va être mise sur la vision, c'est-à-dire pourquoi nous faisons les choses. C'est ça qu'il va falloir répéter ça constamment. On le fait d'ailleurs quand, par exemple, à l'occasion d'un événement particulier, plus ou moins heureux, qui est arrivé à notre enfant, on le prend à part, puis on essaie de lui expliquer que ça, on n'aime pas ça, puis il serait mieux de pas faire ça comme ça, puis la prochaine fois que ça arrivera, on aimerait mieux qu'il nous en parle. Vous voyez, on essaie de lui rappeler pourquoi, pour nous, c'est important que les choses ne se passent pas comme ça. Okay? C'est ça la vision. On transfère quelque chose d'important auquel les gens vont se référer. Autre élément, la coordination va viser l'apparence d'unité en minimisant les contradictions au sein des structures. Okay? Ce que ça veut dire, c'est très simple. On va, en coordination, on va mettre beaucoup de structures. Hein? Même parce que chaque petite case, pour s'assurer que chaque tâche va être remplie, vous comprenez qu'on va mettre je caricature une tâche quasiment par structure, pour ça comme ça, puis là, après ça, on va essayer de tout regrouper ça ensemble pour montrer jusqu'à quel point ça fait une belle unité. Okay? Pour essayer de minimiser les contradictions. Et les responsables voient leur travail comme un état de fait découlant du mandat relié au poste qu'ils occupent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui suis le directeur. Donc, c'est réglé. C'est de moi que ça part. Pas compliqué. C'est moi qui est responsable. Okay? Dans cette optique-là, moi, là, je dois être bon parce que je suis directeur. Okay? Pas tout à fait vrai.
L'intégration va poursuivre, elle, une véritable cohésion en associant quotidiennement les gestes à la vision partagée. Je me sers de tous les événements, de toutes les situations. On fait face à un problème, on fait face à une difficulté particulière. Je profite de ça pour dire, voilà, si on avait été capable de mettre en place notre vision ou de la façon dont on voudrait la faire, voilà comment on aurait pu arranger les choses, on aurait pu organiser ça. Ce qui fait qu'on se sert des difficultés que l'on rencontre comme exemple d'intégration pour que la fois suivante, la personne te dise, oh, là, je me souviens, dans une situation semblable, on avait fait telle affaire, je serais mieux de procéder comme ça. Okay? Les responsables du côté de l'intégration voient leur travail comme un état d'apprentissage constant. Okay? Qu'est-ce qui fait un bon parent? Okay? On n'a pas beaucoup d'études là-dessus. Hein? Qu'est-ce qui fait un bon parent? C'est quelqu'un qui comprend qu'au fur et à mesure que ses enfants grandissent, il va être obligé, lui aussi, d'être en apprentissage. Les choses qui étaient relativement simples au début deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que les enfants vieillissent, au fur et à mesure que les enfants sont confrontés à toutes sortes de valeurs, toutes sortes de contradictions, toutes sortes de messages. Et là, nous, comme parents, qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à tenir le message qu'on tient? Eh bien, il va falloir s'asseoir solide pour être sûr qu'on va le tenir. Okay? Parce que, vous avez déjà remarqué, prendre un exemple très, très simple. Hein? Le jour où vous commencez à demander, quand vos enfants, mettons, ils arrivent un petit peu à l'époque d'adolescence, un petit peu avant, là, et vous voulez qu'ils rentrent chez vous, je ne sais pas moi, à 7 heures le soir, là, pour ramasser leurs affaires et se préparer à se coucher. Et là, ils vont tous vous dire, oui, mais les voisins, eux autres, là, me semble qu'ils rentrent à 7h30 ou à 8h. On devrait avoir une association des parents qui demandent à leurs enfants de rentrer à 7 heures, on réglerait le problème. Okay? Mais on ne peut pas faire ça. Ça prend une certaine confiance en soi pour être capable de dire, regarde, nous, ça, pour nous, c'est important. Surtout dans le contexte actuel où il n'y a plus, effectivement, d'ensemble de gens qui pensent la même chose. Alors, pour nos enfants, évidemment, le rapport qu'ils ont avec nous est un rapport extrêmement important parce que c'est comme ça qu'ils vont aller chercher ce qui va être l'essentiel de leur, je dirais, de leur personnalité, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur famille. Alors, il faut, dans ce contexte-là, que les parents comprennent très bien, hein, comment, tranquillement pas vite, ils peuvent continuer à être en apprentissage pour ne pas se faire dépasser. C'est un travail extrêmement exigeant. C'est la même chose pour un responsable d'équipe. Okay? Alors, je reprends ici, là, à partir du moment, là, tu vas me permettre, Roberto, là, à partir du moment où Roberto commence à pousser les professeurs à embarquer dans cette forme de travail tout à fait différent, et que ça donne que si les profs commencent à trouver ça intéressant, ils vont y pousser dans le dos pour qu'il aille encore plus loin. Lui, s'il arrête, il dit, mais non, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on ait des iPads, il est fait, là. Okay? Fini, là. Okay? Il faut commencer à penser à autre chose. Là. Okay? Dans ce sens-là, que le rapport d'influence a ceci de particulier qui nous oblige, nous, comme personnes, à progresser. Pour moi, c'est quelque chose de formidable. Pour certaines personnes, ils peuvent trouver ça fatigant, pensant que rendu à 50 ans, on est temps de s'asseoir. Eh bien non. Eh bien non. Le meilleur moyen de ne pas vieillir, c'est de continuer constamment à apprendre. Donc, d'être dans un état d'apprentissage constant. Dans les derniers éléments, les responsables en coordination ont tendance à s'intéresser fortement au contenu et se sentent obligés d'avoir une réponse à tout. Okay? Comme je ne suis pas dans un rapport d'influence et je suis dans un rapport de pouvoir, comment est-ce que je vais établir mon pouvoir? Surtout si je suis un ancien spécialiste, devenu responsable d'une équipe de travail, je vais leur montrer que, hey, je connais ça. Okay? Et là, je rentre en compétition avec mon spécialiste qui veut me montrer jusqu'à quel point j'ai perdu la main parce que je ne suis plus dans le métier. Vous voyez? Autre élément. Les responsables se sentent imputables des résultats, d'où leur impulsion à catalyser les réponses aux problèmes présentés. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne qui se sent responsable des résultats va vouloir que les choses se passent à sa manière. Il est prêt à faire confiance dans la mesure où vous faites exactement ce qu'il voudrait qu'il fasse. C'est une drôle de confiance, mais bon. C'est ce qu'on appelle déléguer avec un élastique. Du côté de l'intégration, les responsables ont tendance à s'intéresser fortement aux personnes et à se voir comme ceux qui font transiter les réponses entre les individus. J'ai pas la réponse. Je pourrais l'avoir. Prenez un exemple. Mettons que j'étais responsable, je ne sais pas, moi, de la chaufferie dans un gros bâtiment, et puis je suis devenu directeur de l'ensemble des équipements. Alors, je suis à une réunion du comité de coordination, mon téléphone sonne, hein, et là, je prends la réponse, et là, je prends l'appel, et là, c'est mon chef de la chaufferie qui m'appelle, celui que je viens d'engager. Boss, on a un problème, oui. La chaufferie ne marche pas maintenant. Si je suis en coordination, comme un expert, ça va dire, attends un peu, parce que moi, je suis un ancien chef, je connais ça. Là. Bon, tu devrais faire telle affaire, essaye donc ça, OK, puis rappelle-moi. Vous êtes sûr qu'il va vous rappeler.
ne serait-ce pour vous dire que ce que vous avez suggéré, ça ne marche pas. Il va être très content de vous le dire. OK? Bon. Alors, donc, au deuxième ou au troisième appel, vous allez être obligé de quitter la réunion parce que on a une urgence ce matin, la chaufferie ne marche pas, il faut que j'aille m'en occuper personnellement. Si vous travaillez en intégration, votre chef que vous venez d'engager vous appelle. « Boss, on a un problème ce matin, la chaufferie ne marche pas. » Oui? Tu suggères quoi? Là, il vous suggère quelque chose, vous dites « ça n'a pas de maudit bon sens », mais là, vous êtes obligé de nouveau la fermer, pas parler, attendez. Okay. Là, tu dis « OK, vas-y ». Là, vous êtes sûr qu'il ne vous rappellera pas. Là. Parce que si son affaire ne marche pas, on va vous dire qu'il ne vous dira pas un mot. Mais s'il fait ça 3-4 fois, là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une bonne évaluation à la fin de l'année. Okay. Mais c'est sûr que ça va vous demander, ça va être difficile de ne pas bouger. Okay? C'est ça la difficulté. Hein? Quand on travaille en intégration, on est obligé de se retenir un peu. Comme avec nos enfants, quand ils bougent, ils font quelque chose, on dit, mais on ne sait pas, peut-être, c'est difficile. Hein? Alors, retenez-moi quelqu'un. Ben, c'est ça. Et finalement, les responsables se sentent imputables d'amener les personnes à atteindre les résultats. Voyez-vous la différence? Du côté de la coordination, le responsable se sent responsable des résultats. Donc, il veut s'en occuper personnellement. Les autres ont vite compris ça. Ils vont faire uniquement les choses à sa manière et on va avoir rien qu'une manière. Tandis que si je travaille du côté d'intégration, je me sens responsable d'amener les personnes à être imputables des résultats. C'est toute notre gang qui va être imputable. Et si vous avez donc intérêt à trouver les bonnes solutions, et donc on va être plusieurs à les trouver, ce ne sera pas juste la mienne. Moi, mon imputabilité, c'est de vous amener, vous, à être capable d'être imputable des résultats. Vous voyez tout de suite la différence. Finalement, petite conclusion. Le défi est d'envergure parce qu'il faut passer d'un leadership de changement qui considère ce dernier comme un processus. Hein. On a encore tendance d'ailleurs, à considérer le changement comme un processus qu'il faut suivre dans les étapes. Hein. Ça nous aide à se sentir solide. Hein. On a un beau plan, hein. Une bonne planification stratégique. Moi, j'appelle ça un livre de base, qu'on met ça autour des tables pour les empêcher de branler. Okay? Parce que ça ne nous sert à rien. Okay. Là, je viens de dire une énormité, excusez-moi. Bon. C'est qu'au fond, okay, ce qu'on appelle un plan est important dans la mesure où on sait où on veut aller. Et dans le contexte d'incertitude dans lequel on est, on ne saura pas par où on va passer. Okay. Il faut savoir où on veut aller pour s'il y a de la façon dans laquelle on va y arriver. Ça, il peut se passer plusieurs affaires. Mais si je ne sais pas où je vais aller, là, vous comprenez que j'ai un problème. Pensez à quelqu'un qui fait du ski. Okay. Je suis en haut de la pente, et là, moi, je travaille en planification. Hein? Alors, je me dis, c'est pas compliqué, mais on va faire ma descente, je descends 10 pieds comme ça, je tourne 5 pieds là, je redescends 10 pieds là, 5 pieds là, puis je devrais être rendu au chalet. Et là, je pars. Je n'ai pas fait 2 pieds, il y en a un qui me coupe, qui n'avait pas suivi la planification. Là, je tombe, là. C'est fini, là. Okay? Alors qu'au fond, si je veux avoir du plaisir en ski, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On est une gang, on dit, OK, on se retrouve au chalet dans 20 minutes, une demi-heure. Là, on part, et l'intérêt de faire du ski, c'est qu'il y ait de l'incertitude. C'est qu'au fond, il y a d'autres skieurs. Ah, s'il n'y a pas de skieurs, le monde descend, c'est plate, il n'y a rien là, qu'est-ce que vous voulez, là? Bon. Il faut qu'il y ait un petit peu de glace, il faut qu'il y ait un petit buton là, un arbre pas trop loin, on frôle un peu, bon, puis là, après ça, il y a un autre, c'est vrai, c'est ça qui est intéressant dans la descente de ski. C'est pas boum, hein, bon. Alors, je dirais que c'est la même chose. Nous sommes dans une période d'incertitude où il peut surgir des arbres n'importe comment, n'importe quand. OK? Donc, il faut s'y habituer. C'est pour ça qu'il faut changer un peu notre paradigme. Hein? Si j'essaye de tout prévoir, c'est ce qu'on fait avec un plan. On fait un plan pour tout prévoir. Il arrive quelque chose. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Alors, on va faire un plan encore plus compliqué. OK? Bon, qu'on ne pourra pas suivre. Hein? Parce que non, ça nous prend, je ne sais pas, bon 6 mois faire un plan, puis 3 mois pour dire pourquoi on n'a pas été capable de le suivre. On en fait un autre après. Hein? OK? Bon. Alors qu'au fond, hein, si je sais où est-ce que je veux aller, okay? et que je travaille continuellement sur cette vision-là, au lieu d'essayer de tout prévoir, j'essaie de m'attendre à tout. Tout peut arriver. Alors, s'il arrive quelque chose, je ne serais pas étonné. Vous voyez? Si je suis étonné, c'est parce que j'avais pas été assez, comment je dirais ça, ouvert, entre guillemets. Okay? Alors, il faut que je travaille ce paradigme-là qui n'est pas facile, pas simple à travailler. Donc, un changement de leadership qui considère le changement comme une attitude de l'esprit qu'il faut développer. Nous sommes dans une période de profond bouleversement. Il y a des auteurs qui comparent la période que l'on traverse à la période entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Hein?
Donc, une période de profond bouleversement où les paradigmes sur lesquels on s'appuyait antérieurement sont de moins en moins solides. Et on s'en va vers d'autres paradigmes. Hein. Le domaine qu'on connaissait commence à s'en aller, puis le domaine qu'on ne connaît pas commence à arriver. Vous voyez, c'est un peu embêtant là, dans une situation comme ça. Bon. Donc, cette période-là est donc plus difficile à traverser. Il faut donc regarder le changement comme une attitude de l'esprit, une façon d'être. Il ne faut pas que je parte avec l'idée que, bon, on a un petit coup à donner, là, puis après ça, le changement, ça va être fini. Erreur. Le changement va être là pour un bon bout de temps. Donc, c'est cette attitude-là qu'il faut développer chez soi d'abord pour être capable de l'exiger chez les autres après. C'est avec soi qu'il faut travailler. Parce qu'évidemment, le changement, on est toujours d'accord pour le changement à condition que ça s'applique aux autres. Ça, c'est régulier. Pour nous, vous ne voyez pas ça nécessairement si fort que ça. Pour ce faire, les recettes sont illusoires. Il n'y a pas de recettes là-dedans. C'est fatigant, là. Hein? On est dans une période où chacun écrit son livre de recettes. Eh bien, dans le changement, il n'y en a pas. On ne peut pas. Hein? Pour amener un groupe à former une équipe, pour passer d'un rapport de pouvoir à un rapport d'influence, et pour mettre de l'avant l'intégration plutôt que la coordination, il faut davantage apprendre à être qu'à faire. Et où est-ce qu'on apprend à être, vous pensez? Dans les matières scolaires, pas du tout. On apprend à être lorsqu'on est en relation avec des personnes qui sont significatives pour nous. C'est pour ça que quand on occupe un poste où on est obligatoirement une personne significative dans la vie de quelqu'un, que ce soit un responsable d'équipe, que ce soit un professeur dans sa classe, que ce soit un gestionnaire à la tête d'une organisation, que ce soit un homme politique à la tête de son comté, que ce soit un maire à la tête de sa ville, je suis une personne significative de par le poste que je détiens. Hein? Et dans ce contexte-là, il faut que j'apprenne à être quelqu'un plutôt qu'à faire. Très différent. Et c'est de ce type de leader dont on va avoir de plus en plus besoin en période de turbulence. Du monde capable de se tenir debout, capable de comprendre les difficultés dans lesquelles nous sommes, capable de nous faire avancer, capable de nous influencer. C'est ce que je vous souhaite de devenir pour les gens dont vous avez la responsabilité. Merci. 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 Est-ce que vous avez des questions? On a-t-il le temps pour des questions, oui? Oui, ça va mieux avec un micro ouvert. C'est bon. Oui, oui. C'est beau. Merci. Avec le micro, je vais dire ce qu'on a dit ce matin à tous les conférenciers. Raymond, comment vas-tu? Comment je vais? Oui. Je vais bien. Est-ce que tu vas mieux? Oui, je vais très bien. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Raymond Vaillancourt ce soir. Est-ce que c'est vrai? Oui? Merci. Et j'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui a écrit probablement que ton compte Twitter ce soir va s'enrichir de beaucoup de personnes qui vont te Il va falloir que je m'y mette. J'ai ouvert un compte, mais j'ai rien mis dessus encore, là. C'est pas fort. Mais bon. Non? OK, ça se peut. Je vais lui parler après. Là, on s'est parlé juste avant la conférence, puis on va prendre des questions sur le plancher. Oui. Puis ce que j'entends des gens, c'est que les gens ont aimé, ils veulent entendre encore et encore, donc on va essayer de finir avant minuit. Oui, pour vous autres, oui, c'est sûr, ouais, c'est important. Y a-t-il des gens qui, juste à me faire un petit signe de la main? Personne? Non. C'est parce qu'Éric, ça fait depuis tantôt qu'il veut. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonsoir, oui. J'ai commencé à lire Le temps de l'incertitude. Je vous dirais que je vais essayer de ne pas dire une énormité, parce que je ne veux pas insulter. Mais aujourd'hui, c'est comme j'ai entendu la comptine.
Je me sens comme l'enfant qui avait le livre de chevet, mais là, j'ai entendu, ça m'a été conté, puis c'est beaucoup plus accessible pour moi. OK. Vous êtes franc, vous dites les choses comme que c'est intéressant de vous entendre. Donc, moi, c'était un commentaire. Merci. Oui, c'est plus un commentaire qu'une question. Merci beaucoup. Merci, Eric. Et c'était pas trop long, c'est bon. Ouais, et juste avant, on prend une autre question. Avez-vous remarqué le logo de Claire 2014? Oui. OK. Oui. Ouais. C'est ça, c'est bien. Hein? Au début, je ne savais pas si c'était un phare Ouais. ou un phare. Ah, OK, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'oserais pas poser de questions parce qu'avec le sens d'humour que vous avez, le vocabulaire, votre rythme, je me ferais ramasser, c'est sûr. Ben non. Mais je peux vous dire avec certitude que le monde a beaucoup apprécié votre présentation. Alors, je me lance quand même dans une question. Bien sûr, allez-y. Selon vous, aujourd'hui, 2013-2014, quelles sont les qualités de leader qui sont peut-être les plus difficiles à développer, à maîtriser? Et c'est une belle question, c'est une question un peu difficile. Si je vous dirais, il y a deux qualités principales qu'on aurait besoin chez un leader. On va appeler ça le courage et l'humilité. Okay. Le courage pour être capable de dire des choses que les gens ne veulent pas nécessairement entendre. Individuellement, les gens sont prêts à l'entendre, mais en groupe, on n'est pas prêt à l'entendre. Okay? Les politiciens en savent quelque chose. Okay? Tout le monde sait, je ne parle pas pour ici, je ne connais pas assez bien la situation, mais je parle pour le Québec, tout le monde sait que ça va mal, mais on fait comme si ça allait bien. Okay? L'humilité, pour être capable de reconnaître qu'au fond, le rôle d'un leader est un rôle pour être au service d'eux, pas en avant d'eux. Okay? Je suis là pour aider les personnes à bouger, à avancer. C'est ça qui est ma responsabilité. J'ai peut-être une responsabilité très grande à la tête, je ne sais pas, d'un ministère, mais je suis là pour aider. Je vais dire une autre énormité. Okay? Je suis patron du milieu scolaire. Les personnes les plus importantes dans le milieu scolaire, ce sont les élèves. Les personnes qui devraient être les plus importantes par après, ce sont ceux qui sont en contact direct avec les élèves. C'est autant les profs que la personne qui fait le ménage, des choses comme ça. Tous les autres par après devraient être au service de ces gens-là. OK? Plutôt que de les embêter. Mais il faut comprendre comment c'est arrivé. Okay? Si vous me permettez, prenons un exemple. Mettons que nous serions ici un ensemble de gens intéressés à partir quelque chose. Mettons partir une école pour dire de quoi. Mettons, pour prendre un exemple. Okay? Alors, on est tous des professeurs, on est tous intéressés par quelque chose, on a une vision qui nous anime, et ainsi de suite, et on voudrait partir quelque chose. Bon, évidemment, pour partir quelque chose, il faut nécessairement que ça tienne à quelque part. Il va falloir avoir des murs, il va falloir. Alors, on se dit, y a-t-il quelqu'un qui peut nous trouver des locaux? Il y en a un qui lève la main, qui dit, moi, j'ai des contacts, je pourrais peut-être vous faire ça. Quand il fait ça en fiducie. Il fait ça à notre place, pour nous aider à faire le travail, OK? Parce que si on n'a pas ça, on ne sera pas capable. Très bien. Et là, on se développe, puis comme on est ici, bien là, ça nous prend quelqu'un qui connaît la technologie. Alors, il y a quelqu'un qui connaît ça, il dit, oui, je lève la main, qui lève la main. Très bien. Il va s'occuper de tout l'ensemble de l'informatique, OK? Il s'occupe de ça à notre place, en fiducie. Et puis après ça, ben, comme il va falloir que les gens viennent ici, puis que nous autres, on va peut-être avoir besoin d'un peu de revenus, il va falloir trouver ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'occuper de nos finances? Qui lève la main, je connais ça un peu très bien. Il fait ça en fiducie. Okay? Mais vous comprenez très bien que le jour où il perd de vue l'idée qu'il fait ça en fiducie, il va finir par penser qu'il fait ça pour lui. Okay? Qu'au fond, les finances, là, je vais dire une énormité, je suis directeur, en haut, et j'ai mon directeur des finances. Le directeur des finances, il finit par penser qu'il est au service du directeur en haut. Il faudrait qu'il dégage une marge de manœuvre. Où est-ce qu'il va la prendre, sa marge de manœuvre? En bas. Donc, il va venir la chercher chez nous, alors que ce n'était pas ça qu'il fallait qu'il fasse, c'est l'inverse. Vous voyez la difficulté? Donc, tranquillement, pas vite, on a développé à une période où nous avions beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de bons. On a développé des structures, des choses qu'on a mis en place qui ont fait en sorte qu'on a perdu le sens de ce qu'on devait faire. Okay? Il faut se battre, et c'est ça qui est le plus souvent dommage, je ne parle pas pour ici, mais dans d'autres endroits que je connais, où il faut se battre contre sa propre organisation, son propre système pour pouvoir faire fonctionner les choses. C'est ça qui n'est pas normal. Okay? Et c'est ce brasse camarade-là, c'est ce changement de paradigme-là sur lequel il faut travailler. C'est pour ça que ça va prendre des leaders courageux et humbles en même temps. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vais m'asseoir parce que j'ai entendu des choses qui, en tout cas... Écoutez, monsieur, pendant que vous parliez,
il y a eu aussi beaucoup d'échanges sur Twitter en même temps sur le leadership. Et c'était un débat. C'est fun parce que c'était un vrai débat. Donc, on échangeait des idées. On ne se sentait pas attaqué par... Et il y a plusieurs qui disaient, moi je disais, pourquoi on ne met pas en place, on parle de direction d'école par exemple, de vrais leaders tout de suite. OK, donc premièrement. Et ensuite, normalement, ces leaders-là devraient aider, par exemple, les enseignants à en devenir d'autres aussi, pour être de bons leaders pour les enfants. Et là, il y en a qui disaient, ouais, mais pourquoi nous, on n'use pas de notre influence, pour employer vos mots, pour qu'ils deviennent des leaders? Là, je n'ai pas répondu parce que... Non, mais... je ne veux pas te sentir visé. Non, j'aimais ça que ce que tu as dit. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi je perdrais mon temps, moi? Puis là, je vais te dire des énormités. Pourquoi je perdrais mon temps à essayer de faire en sorte que la personne qui devrait être leader devienne leader, tandis que moi, ma vie, là où est-ce que je suis le meilleur, c'est de faire en sorte que mes enfants en deviennent aussi. Pendant que je perds mon temps, en guillemets, souligné en gras, à ce que les directions en deviennent, je ne suis pas à 100% dans ce dans quoi je suis le meilleur. Comment on fait pour changer la dynamique pour qu'on puisse mettre les bons leaders aux bonnes places? Énorme question. Bon. Parce que je vous dirais pourquoi c'est une énorme question. D'abord, mon opinion personnelle, c'est qu'on ne peut pas influencer le haut. OK? On peut toujours se risquer, là. Mais de deux choses l'une. Vous avez affaire à un leader qui comprend déjà la dynamique, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas affaire à un leader qui ne comprend pas les dynamiques, il va vous le reprocher. Vous êtes coincé. OK? Parce qu'il va dire, c'est moi qui sais quoi faire. Okay? Bon. Pour qui tu te prends pour faire ça? Vous voyez la difficulté. Bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le leadership, c'est à la fois quelque chose... ça c'est mon opinion personnelle, hein, ça vaut ce que ça vaut. Là. Bon. C'est à la fois quelque chose que nous avons et quelque chose qui se développe. Okay? Mais pour le développer, il faut qu'il y ait quelque chose. Okay? Il faut qu'il y ait... bon. Et les études sur le leadership, là, je vais dire une énormité. Quand on a fait des études sur le leadership, comprenez que les premiers qui ont commandé les études, c'était de grandes compagnies qui ont commandé ça à des universitaires. L'universitaire fait le tour, et quand il veut étudier les leaders, qui il va voir? Il ne va pas voir les réceptionnistes, hein? Il va voir les grands patrons. Il va voir les grands dirigeants, il va voir des gens qui occupent des postes dits importants. Et en partant de là, il découvre qu'il y a des gens qui occupent des postes très importants, qui ne sont pas leaders, pas de mythe. Et là, on va appeler ça le leadership situationnel. Okay? On va trouver un nom pour ça. Okay? Qu'au fond, ne pas avoir de leadership, c'est une forme de leadership. Permettez-moi de ne pas être d'accord, mais bon, vous voyez, la difficulté est là, au fond. C'est pour ça que je considère qu'on est plus efficace si on travaille à notre niveau pour faire ce que l'on a à faire vers ceux envers qui on a une certaine influence. Okay? Bon. Et de fait, je crois profondément que les choses vont changer. En changement, on ne change que lorsqu'on est obligé. Il faut croire que ça ne va pas encore assez mal. OK? Bon. Puis c'est normal que ça soit comme ça. Okay? On essaie toujours de temporiser. Et quand on ne peut plus, là, c'est fait, là, ça bascule. Hein? 2 secondes après, moi je dis le changement, c'est comme un élastique. Hein? On tire l'élastique, ça va très bien. À un moment donné, il pète. Une fois qu'il pète, une fois que j'ai essayé de le rattacher, ça ne marche plus, là, c'est fini. Là. On n'est plus capable. Là. Okay? Pourtant, 1 seconde avant, il marchait encore. Okay? Je dirais que c'est un peu ça. C'est pour ça que je pense qu'on risque d'être plus efficace si nous nous concentrons sur ce vers quoi nous sommes capables d'intervenir. Hein? Si je suis à l'intérieur de ma classe un leader, je me pose d'abord, se poser la question. Hein? Je vais dire une autre énormité. C'est la même chose que par rapport à la compétence. Hein? Les gens compétents se posent constamment la question, est-ce que je le suis? Les gens incompétents ne se posent jamais la question. Ça ne leur vient jamais à l'esprit. Hein? Les autres ne le sont pas, mais les autres, oui. Vous voyez? Et je vous dirais, c'est un peu la même chose. Par rapport au leadership, il faut nécessairement, si je me pose la question, comment je peux faire pour aider d'autres, ou ainsi de suite, bon, si je suis dans cette dynamique-là, effectivement, je vais être, je pense, j'ai des caractéristiques pour améliorer mon leadership. Mais si je ne me pose pas la question, si je pense que c'est parce que, quand j'ai été nommé quelque part, c'est parce que j'étais bon, okay? C'est pas vrai? Oh, j'ai une autre énormité. C'est
pas parce qu'on est bon qu'on a été nommé, c'est parce qu'on a été nommé qu'on est bon. Okay? Le jour où on comprend ça, là, on se met dans une situation continuellement d'apprentissage, pour faire en sorte que les gens ne soient pas trompés de nous avoir nommés là. Okay? Parce que généralement, hein, mettons qu'on voit, mettons, je sais pas, on voit un personnage quelconque, quelque part, qui fait une coche mal taillée, on va dire comment ça se fait qu'il fait ça, qu'il a du bon sens, au poids qu'il occupe. Moi, je ne m'interroge jamais sur cette personne-là, je m'interroge sur ceux qui l'ont nommé. C'est eux qui sont responsables. Okay? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Donc, notre rôle est plus, à mon avis, vers le bas, si vous me passez l'expression. Quand je dis vers le bas, je peux être premier ministre, vous comprenez que mon bas, c'est la province au complet, là, ça commence à faire pas mal de monde. Hein, okay? Mais si je suis professeur dans une classe, mon bas, c'est l'école. Et pas l'école, mais c'est la classe. Les enfants qui sont là. Mon rôle est là. Si je suis capable de faire ça, je peux susciter aussi. Puis aussi, il faut aussi penser que le leadership, nous ne pouvons pas tous être des leaders. Parce que pour un leader, ça prend des suiveurs. Si tout le monde est leader, vous comprenez qu'on va se tirer dans le mur, il n'y a pas de place. Là. Okay? Bon. C'est ça le rapport d'influence. Okay? Dans le rapport d'influence, on peut être travailler ensemble, sans nécessairement se piler sur le pied. Dans un rapport de pouvoir, on ne peut pas travailler. Il faut travailler. Il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre, constamment. Okay? D'où les luttes de pouvoir, forcément. Il n'y a pas le choix. Je n'ai pas conscience d'avoir répondu complètement, mais vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il y a une réponse claire. C'est une réponse, excusez le jeu de mots, une réponse. Il y a une autre question ici. Bonsoir, M. Vaillancourt. Bonsoir. Tout d'abord, ce que j'ai apprécié beaucoup dans votre présentation, c'est l'utilisation de l'humour pour passer quelque chose d'important et de sérieux. Ouais, merci. Je trouve que c'est une façon accessible à tout le monde, puis agréable en même temps. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est un leader traditionnel peut devenir un leader renouvelé si, par exemple, en contact avec des leaders dans son milieu renouvelé? Des leaders qui sont différents. Oui, je comprends. Tout dépend de la capacité d'introspection de l'individu, de la personne. Le regard qu'elle porte sur elle-même. Okay? Ça dépend de là. Le rapport d'influence, c'est un rapport que j'ai entre moi et quelqu'un d'autre. Et ce rapport d'influence-là, il faut que j'ai aussi un regard sur moi. Si je ne porte pas de regard sur moi, je me critique pas, entre guillemets, je m'auto-critique pas, je me vois pas faire, je me questionne pas. Je changerai pas ça. Okay? Ça va être toujours un changement de façade. Okay? Je vais dire, bon, ben, regarde, prenez un exemple. Mettons, je sais pas, l'introduction des nouvelles technologies, par exemple, dans notre vie de tous les jours. Hein? Un des facteurs majeurs que ça provoque et qu'ils vont rencontrer des difficultés de façon assez importante, c'est d'abord la perte d'étanchéité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Okay? On ne se rend pas compte de ça. Hein? Votre téléphone cellulaire est toujours ouvert, vous êtes rendu chez vous, il y a encore quelqu'un qui vous appelle par rapport à votre travail. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir une vie personnelle en regard de notre vie professionnelle. Je travaille beaucoup avec des gestionnaires pour essayer de leur apprendre, en utilisant beaucoup le théâtre, pour être capable de prendre cette distance affective, parce qu'en période de turbulence, on a absolument besoin d'un retour sur nous-mêmes pour être capable de sortir du tourbillon. Okay? Sinon, on est pris dans le tourbillon, on n'est pas capable de voir ça. Okay? Et si je n'ai pas de regard sur moi, je ne peux pas changer, je ne peux pas évoluer. Okay? Parce qu'au fond, je vais me dire, ah non, regarde, c'est trop pour moi, là, ça me donne rien. Rendu à l'âge où je suis rendu, ça fait tellement longtemps que je fais ça, je ne vois pas pourquoi je me mettrais, hein. C'est beau, les iPads, ça fait là, mais pourquoi commencer à rentrer ça dans la classe, là? Tu sais, regarde, c'est du trouble, là. OK, on va continuer. Ils font ça après moi. Vous voyez? Je suis pas capable de me repositionner, parce que peut-être qu'en me repositionnant et en me requestionnant, on va percevoir que, c'est pas l'iPad qui est en cause. Le iPad change rien à la façon de transmettre l'information. Il change le moyen. Mais si je suis dans une disposition où c'est moi qui sais, puis les autres ne savent rien, que j'aille un iPad ou pas, là, tout ce que ça va se faire, ça va se rendre plus vite en bas, c'est tout ce que ça va faire. Le fondement n'est pas changé. L'attitude de base n'est pas changée. Ce qui change un individu, c'est le regard qu'il porte sur lui-même. C'est ça. L'extérieur peut à la limite, arrondir les angles, c'est tout ce que ça peut faire. Ça ne change pas profondément. On change seulement lorsqu'on est obligé.
On ne peut pas faire autrement. C'est tannant, là, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a changé, on ne peut pas ne pas changer. Vous voyez, c'est... Une fois que je suis embarqué, je ne peux pas redébarquer. Okay? C'est ça qui est embêtant. Mais c'est pour ça que c'est si difficile. M. Vaillancourt, une chose que je peux vous dire, c'est merci. Parce que votre vision, on est en plein dedans, dans un tumulte effroyable, mais je pense que vous avez fait ma soirée parce que vous aviez un commentaire qui m'a venu me chercher, c'est votre vision. On est là pour l'enfant. D'abord, par après, on dealera avec le reste. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai une question. Je suis conseiller du district scolaire francophone sud du Nouveau-Brunswick. Donc, on a une équipe formidable qui travaille, je pense, en équipe. Monsieur le Président, oui. Oui, vous me donnez la permission de dire ça, Monsieur le Président. Bon. On a une équipe formidable. On a un employé qui est la directrice générale, puis je dois le dire qu'elle est formidable parce qu'elle est ici ce soir. Avec elle, elle a une équipe formidable. Puis, les écoles que mes enfants vont, il y a une direction et des équipes formidables. Puis là, non, ça vient là. C'est tout beurré ça, là, ça vient là. Oui. Là, nous autres, on travaille en équipe formidable, avec la directrice générale et son équipe formidable, avec des directions du personnel formidables, avec un ministère d'éducation formidable. Mais je prends pitié sur notre personnel enseignant, qu'à toutes ces équipes formidables-là qui lui disent quoi faire. Oui. Puis, ça vient de combien d'équipes formidables qui sont chefs de ces enseignants-là, qui doivent prendre les directions de 4 groupes qui se parlent, mais qui n'ont pas toutes la même vision, mais qui veulent le même résultat. Donc, comme on a une belle équipe, on travaille en équipe, mais on devient le côté du boss qui vient, on dit des directives au boss, qui dit les directives au boss, qui dit les directives au boss, mais c'est toutes des équipes qui fait que les enseignants sont, pour moi, avec les mêmes amarrés. Puis, comment qu'on peut faire que le CED, le bureau de la direction, fait ce que nos pédagogues sont supposés faire? Comprenez-vous ma question? Je comprends votre question. Je vous dirais que c'est un changement majeur d'attitude que ça prend, avec un goût du risque. Hein? Je suis foncièrement convaincu, sauf exception, que la très grosse majorité des gens qui y travaillent, que vous prenez, mettons, dans la structure dont vous me venez de parler, sont tous des gens qui veulent le mieux-être de... Bon. Le problème, c'est sur qui est le véritable client. Okay? Je me souviens, j'accompagne parfois des directeurs d'école qui sont généralement d'anciens enseignants et qui, rendus à la direction d'école, s'imaginent que leur clientèle, c'est encore les élèves. Ils sont là pour le mieux-être des élèves. Je leur réponds non. Quand vous étiez enseignant, vous étiez pour le mieux-être des élèves dans votre classe. Quand vous êtes rendu directeur d'école, vous êtes là pour le mieux-être des professeurs dans l'école. La commission scolaire ou le district scolaire sera supposé être là pour le mieux-être des directeurs. Oui, et on monte comme ça. La confusion vient, c'est quand le haut pense que sa clientèle majeure, c'est l'élève. Il veut le bien de l'élève. Tout le monde veut le bien de l'élève, donc on s'estime savoir lequel va être le meilleur bien. Tout le monde part d'un bon motif. Mais personne ne va dire, moi, je ne veux pas le bien de l'élève. Pas vrai, je veux le bien de l'élève. Lui, il veut le bien de l'élève. Et puis là, on s'estime sur le bien. OK? Alors qu'au fond, c'est pas ça. Et c'est là qu'est la difficulté. C'est qu'au fond, il faut que je comprenne. Et c'est ça la chose la plus difficile. C'est que si effectivement c'est l'élève qui est important, bon, il faut donc m'organiser pour que les profs
soient les meilleurs possibles. Okay? Parce que là, on est en lien direct avec la clientèle. Okay? Je vais dire l'énormité. Je peux peut-être avoir un leader Tartampion en haut, mais je ne peux pas avoir un prof Tartampion. L'impact est majeur. OK? Excusez-moi. OK? Bon. Parce que l'impact est majeur en vertu de l'orientation qu'on veut donner. Mais une fois que j'ai dit ça, toute la structure, le reste, doit faire comment on va faire en sorte pour que notre professeur soit le meilleur possible. Okay? Et on met une structure en place pour aider. C'est quand on oublie ça. Okay? Par exemple, je vais prendre un exemple au Québec. Si on a au ministère de l'Éducation des gens qui travaillent à faire des programmes, okay? Eux, là, ils se sentent utiles quand ils font des programmes. Ils en font tellement qu'en bas, ils n'ont pas le temps de les appliquer. Okay? Mais il y en a des programmes. Okay? Bon. Je ne peux pas leur reprocher de faire des programmes parce qu'ils sont évalués en fin d'année sur le nombre de programmes qu'ils ont fait. Puis ils font ça, je suis sûr, pour le mieux-être de l'élève. Et en bas, les bras font la boule dans le toupette. Okay? C'est ça qu'il faut. Il faut retrouver ce sens-là que l'on a perdu avec les années, avec plusieurs années. Okay? Parce que, pourquoi qu'on a besoin de retrouver ça? Parce que d'abord, on a de moins en moins de ressources. Puis parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on va être obligé d'investir de plus en plus vers le bas parce que pour aider nos enfants à faire face au monde turbulent dans lequel on est, c'est joliment plus difficile que ça pouvait l'être auparavant. On sait, comme parents, le travail de parent aujourd'hui est plus difficile qu'il était auparavant. Bon. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il y avait à peu près une ou deux façons de voir les choses. Même l'épicier du coin pensait comme nous autres. Alors, si notre enfant faisait pas comme il faut quand il était à l'épicerie, il y avait une claque dans la tête de l'épicier, il dit, regarde, chose, c'est comme ça se fait. Bon, OK? Alors, on n'a pas besoin de s'énerver comme trop. Si comme parents, on n'avait pas dit notre affaire, il y avait quelqu'un d'autre qui s'en chargeait. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a autant de systèmes de valeurs, de façons de voir qu'il y a de personnes. Pourquoi c'est notre façon à nous, comme parents, qui serait meilleure que les autres? On va vous dire qu'il faut s'asseoir. Hein? Il faut être convaincu de notre affaire pour dire, regarde, moi, c'est bien de valeur, les autres, ils font ça, mais moi, ici, ça n'a pas de même, ça va marcher. Ben, je dirais, c'est un peu ça. Hein? Nos enfants doivent être préparés à faire face à un monde turbulent. Donc, ceux qui les préparent doivent être joliment bien équipés. C'est pour ça qu'on a toute une structure, pour équiper ces gens-là. Vous voyez? C'est cet état d'esprit-là qui est difficile. En d'autres mots, comment je peux faire? En d'autres mots, la question qu'on devrait se poser quand on n'est pas directement en relation avec la clientèle, si vous me passez l'expression, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'avais un vieux sage qui nous disait, l'ancien sous-ministre que j'ai connu, qui nous disait, le rôle d'un gestionnaire, c'est deux choses. La première, c'est ne pas nuire. Et la deuxième, aider, dans cet ordre. Ça fait réfléchir. Hein? Alors, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on est plein, c'est plein de gens de bonne volonté. C'est pas la compétence qui est en jeu. C'est le rapport qu'on a réussi tranquillement pas vite à fausser entre la réalité que l'on voudrait et la façon avec laquelle on le fait. Et vous voyez tout de suite le chambardement que ça va nous demander en termes d'orientation et d'attitude de l'esprit. Ça, c'est plus facile. Il faut faire ça à petite étape. Je dis à petite étape dans le sens il faut laisser le temps de bouger. C'est pas simple. Et quand même demain matin, mettons, moi je suis une équipe, puis je me reviens d'abord, puis je me dis qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Mon patron me dit regarde, t'es pas là pour c'est quoi ton rapport là? Je peux pas changer ça d'un bout. Okay? Puis même si ce patron-là dit oui, ça a bien de l'allure, on va y aller dans ce sens-là, son patron lui peut-être dira pas ça. Okay? Puis là on va monter jusqu'en haut là. Okay? C'est embêtant ça. Et prenez un exemple. C'est devenu extrêmement difficile. Je vais vous donner des exemples. Mettons, au Québec, c'est plus simple, vous pouvez faire la correspondance chez vous. Aujourd'hui, là, quand on est à l'Assemblée nationale, là, puis que, je ne sais pas, mais il y a une madame qui a attendu à l'urgence de l'hôpital pendant, je ne sais pas, 10 heures de temps. Et là, vous avez un député du coin qui se lève, qui parle. « Monsieur le Président, je voudrais poser une question au ministre de Santé ici. Comment il se fait que madame une telle, madame de mon comté a attendu pendant 10 heures à l'urgence de l'hôpital? » Le ministre de la Santé, si on était dans un système adéquat, pourrait répondre, « Monsieur le Président, je voudrais rappeler à mon aimable collègue qui pourrait se renseigner directement auprès de l'établissement pour obtenir quelles ont pu être les causes qui ont pu provoquer ça. » S'il donne cette réponse-là, le député relève la main, « Monsieur le Président, ma question s'adresse maintenant au Premier ministre. Comment le Premier ministre peut-il avoir dans ses rangs un ministre de la Santé aussi incompétent? Je demande sa démission. » Alors, comme le ministre de la Santé ne veut pas démissionner, il va donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en virer de bord. Il prend absolument la réponse pour être capable de donner la réponse en direct aux députés à l'Assemblée nationale sur ce qui s'est passé avec cette madame-là. Comprenez-vous que là, on descend jusqu'en bas, là. Okay? Alors, quand le haut s'occupe des détails, on peut bien comprendre qu'en bas, il ne reste plus grand-chose à faire. Okay?
C'est clair. Ah. Alors, on attend. On attend le règlement. C'est ça c'est pas simple. J'ai l'air de parler comme si c'était facile. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais plus on va être de gens être capables de comprendre ça, plus tranquillement, plus vite les choses vont être différentes parce qu'on va exiger autre chose. Nos jeunes vont exiger autre chose. Ils commencent déjà à exiger autre chose. Okay? Et ça va avoir de l'impact, ça. Okay? Je dirais la discipline maintenant. Okay? C'est très difficile à faire dans les écoles, les professeurs. Vous voyez, même nos conventions collectives sont organisées que les écoles les plus difficiles vont à ceux qui viennent d'arriver. Comment vous voulez encourager les jeunes professeurs à travailler? Parce que les autres ont dit, nous autres, on est passé par là, nous on est tranquille, on s'en va dans les classes, alors que ça devrait être l'inverse. Mais vous voyez, toute notre structure de pensée a été complètement changée avec le temps. Okay? Et c'est ça qui est difficile. Et ça ne peut pas changer en criant lapin, si vous me permettez. Alors c'est pour ça que constater ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà un état de fait. Au moins, on voit la réalité. Ça ne la change pas demain matin. Mais je vais vous donner un exemple. Vous recevez un cadeau à Noël. Vous ne l'aimez pas. Quelle est la première chose que vous allez devoir faire? Trouver le reçu, le cacher dans le garde-robe, n'importe quoi. Eh bien non, c'est quelque chose de très, très simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est l'accepter. Je ne peux pas rien changer tant que j'accepte pas la réalité. Alors, tant qu'on se laissera croire que c'est pas ça, ben on ne le changera pas. Pas compliqué. Mais l'accepter, c'est difficile en tabatin. Excusez, c'est difficile. Non, c'est pas simple. Okay? C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'à votre question, je trouve votre question très pertinente et il n'y a pas de réponse facile à ça. Okay? Je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont, mettons, en dehors des professeurs sont pas corrects. Au contraire, c'est pas ça qui est en cause. C'est une attitude, c'est une façon d'envisager l'ensemble des systèmes qui n'ont pas été pensés comme ça. Et là, on est rendu à un moment où il va falloir virer ça de bord, exactement comme on a fait entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Ça a fallu bouger complètement les systèmes. Les choses ont changé malgré tout. Okay? Et la chance que nous, on a, je m'arrive souvent, enfin régulièrement, d'aller en France, pour savoir que là-bas, ici, on trouve que ça ne va pas très bien, mais là-bas, ça va très, très mal. Okay? Ah, parce qu'ils sont rendus plus proches. Nous autres, on a l'océan qui nous sépare, on est encore correct. Mais je me dis, c'est une chance, on a le temps de voir venir. Mais avec ce que je vous disais tantôt, on ne change seulement lorsqu'on est obligé. Quand même qu'on a le temps, on a le temps de faire une coupe de comité. Merci. On a dépassé, hein? Monsieur Vaillancourt, oui. Stéphane Côté, un enseignant farfelu. Oui. J'aurais aimé avoir l'air intelligent et vous poser une question, mais je dois vous dire que vous me laissez sans mots. Ceci dit, j'ai quand même une critique à vous faire. J'espère que vous allez bien la prendre. Vous avez parlé d'un gestionnaire de pouvoir et un gestionnaire d'influence. Oui. Je suis désolé de vous apprendre que vous avez atteint le 3e niveau, qui est le gestionnaire d'inspiration. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et je vais maintenant inviter Sylvain à présenter ses remerciements au nom du comité de programmation et au nom des participants, évidemment, aussi. Merci, Roberto. Alors, M. Vaillancourt, premièrement, ce fut un plaisir de vous connaître. Oui, merci. Alors, premièrement, ce fut un plaisir de vous connaître, M. Vaillancourt. Et deuxièmement, en plus, on habite tout près et on ne se connaissait pas, mais ça arrive comme ça. Et deuxièmement, on a des petits cadeaux à vous offrir aussi qu'on va vous remettre dans quelques instants. Et pour ceux qui s'inquiètent de mon absence de Twitter, j'ai dépassé une limite